Hop là. Donc le thème de ce soir, c'est un café débat sur la scolarité et l'handicap. Donc quoi en penser? Donc l'idée en fait c'est d'ouvrir la parole à tous ceux, toutes celles qui ont un handicap et qui ont galéré déjà pour leur scolarité. Et puis après on parlera des différents chiffres qui existent et des choses qui pourraient être éventuellement améliorées ou qui malheureusement ne sont pas appliquées encore. On a la chance d'avoir Véronique qui est professeure, donc qui va pouvoir parler de ce qui se passe dans son lycée, collège, lycée. Dans son collège-lycée, voilà. Et effectivement, ce qu'elle a peut-être vu évoluer ou pas du tout. Donc ça pourrait être intéressant de voir ça. Je vais commencer par... tiens, je vais commencer par toi. Et je vais te passer la parole, puis tu vas vite fait nous raconter comment s'est passée ta scolarité par rapport à ton handicap et... J'aime pas le micro. C'est ça. Ouais, c'est pas grave. Ça fonctionne comment? Ouais. Non, alors moi j'ai pas de handicap en technique, du coup c'est mes deux enfants. Ok. Moi ma scolarité du coup même sans handicap, c'est très mal passé. Pour beaucoup de raisons, mais c'est surtout mes deux enfants, du coup ils ont pas mal de problèmes de motricité fine, pas mal de... le plus grand sûr, du coup, le deuxième, je ne sais pas, du coup, mais ils ont eu des AESH qui sont mis. Après, tellement de problèmes que le plus grand, il est en ECPA. Il est au collège, du coup, il est en 6e, là, en septembre dernier. Il est rentré en 5e en septembre 2021, du coup, il est en ECPA. Ok. Je peux passer à Mika. Allez, vas-y, Mickaël. Comment tu as vécu ta scolarité? Moi, c'était très difficile parce que j'avais un handicap auditif qui sont les crises d'épilepsie. Ah oui. Et déjà, pendant les cours, des fois que j'avais trop mal à la tête ou j'avais passé une mauvaise nuit, je m'endormais sur la table au lieu des fois de suivre les cours. Et donc des fois on me disait il n'a pas fini sa nuit ou il ne veut pas travailler. J'ai bien de bonnes notes. Par contre du coup je suis en... C'est une cicatrice. Rapproche le micro, Mika. C'est une mauvaise relation. J'étais à une époque où il n'y avait pas d'intervention pour expliquer les handicaps, des interventions extérieures. Ce que j'aurais aimé, comme ça j'aurais pu expliquer mon handicap. Et puis ce que je vivais au jour le jour, en maîtrise. Voilà. Et j'ai aussi ma deuxième sœur, qui est plus âgée, et donc elle a un handicap mental, et donc elle a été dans un IME. Et maintenant elle est dans un pays occupationnel, voilà. D'accord. Et donc je pense que pour mes parents c'était un peu compliqué de... Surtout, surtout sans explication. C'est ok. David, c'est ça? Oui, bonjour à tous. En fait, c'est mon fils que je représente, Ok. qui est en situation de handicap. Et je suis président pour l'avenir de Seival. Oui. Donc c'est moi qui a... Ok. Et je représente l'association qui est ouverte pour soutenir mon fils porteur de la maladie de l'amyotrophie spinale. Ok. Dégénération vénère par la maladie. Et j'essaye de faire connaître l'association et de découvrir d'autres assos qui essayent d'aider d'autres personnes qui sont malades et qui ont besoin de soutien. Et c'est pour ça que j'essaie de dialoguer, d'échanger. Et quelle est la difficulté au quotidien par rapport à cette maladie? C'est qu'il a une faiblesse musculaire, donc il a un fauteuil roulant électrique. Il est suivi il a une scolarité normale dans une primaire, il est en CM2.
avec un AESH. Et après, la difficulté, c'est les aménagements de l'école, c'est les professionnels suivis par les CESAN. Les CESAN qui se déplacent à l'école, qui font des rendez-vous médicaux sur le temps scolaire. Et tout ça, après, des injections. Et en fait, c'est un quotidien qui est assez chargé, non seulement pour lui et pour nous. Il y a en permanence des rendez-vous et c'est un partage en fait, par rapport à d'autres parents qui peut être intéressant. Ok. Donc la myostrophie spinale, donc reconnue par le Téléthon, pas du tout, la FM, etc. Oui, c'est une maladie, il fait partie Oui, non, mais bien sûr, je sais, mais est-ce que tu es suivi par eux ou pas? un petit peu, oui. Mais on n'est pas beaucoup en lien avec la FFP. On essaye, moi j'essaie de travailler par rapport à mon asso et non pas par la FFP, grosse asso. Ok. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je me suis inscrit à la réunion, enfin j'ai été informé, puis j'en ai parlé à mon fils Louis qui est là, donc du coup il s'est décidé à venir. Bon, je m'excuse, je vais devoir partir assez vite. Hein, donc, Ok. voilà. Sinon, je me suis occupé, enfin j'ai milité, participé à une association d'accompagnement scolaire avant que soit mis en place le système actuel par l'éducation nationale. Voilà. Donc, et qui a permis à Louis d'avoir un accompagnateur. Comment ça se fait? Voilà. Il parlera mieux que moi. Romain? Voilà, donc moi c'est Romain Thierry. Donc pour revenir au sujet de la scolarité, en fait, moi j'ai suivi une scolarité, ce qu'on appelle en milieu ordinaire, du coup, mais il y a eu des périodes de la scolarité qui ont été plus ou moins compliquées, on va dire. Notamment, mes parents m'ont rappelé ça, notamment entre la période entre la grande section de maternelle et le passage en CP. Du coup, en grande section de maternelle, ils pensaient qu'en CP, je n'allais pas pouvoir suivre, donc ils voulaient m'envoyer en classe spécialisée, ce qu'on appelle maintenant ou alors c'était en IEM, je crois, ce qu'on appelle les IEM maintenant. Mais mes parents ont dû se battre pour que je puisse finalement aller en classe primaire ordinaire. J'avais avec moi à chaque fois ce qu'on appelle maintenant les AESH. Mais en fait, les AESH, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, au début de ma scolarité, c'était très précaire comme emploi. Et justement, comme disait Jean-Charles, il y a eu pas mal de rassemblements dans le courant des années 90 pour structurer un peu l'accompagnement. Parce que moi, j'ai connu, en tout cas dans ma scolarité, même au niveau des AESH, des moments où l'AESH ne venait pas en cours et c'est les gens de ma famille qui devaient m'accompagner à l'école. Enfin, c'était un peu compliqué. Et donc, pour finir rapidement, donc, du coup, j'ai pu faire primaire en milieu ordinaire, collège en milieu ordinaire à Angers-Versailles, primaire à Clairefontaine, lycée au lycée Marguerite Yourcenar et BTS en SP3S à Saint-Charles-Sainte-Croix. Mais en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que, même si on s'écarte un tout petit peu du sujet, c'est qu'on a beau faire une scolarité en milieu ordinaire, comme l'intégration en milieu professionnel ordinaire est compliquée, du coup, des fois on se demande pourquoi avoir fait autant d'études, mais ça c'est une autre question. Tiens, Laurence. Oui, c'est sûr, moi j'ai à peu près le même parcours que Romain. Moi j'ai toujours été en classe normale, petite normale. J'ai dû aller pour faire mon bac pro à Paris, dans un centre pour handicapés. Là j'ai eu un enseignement pour handicapés, très bien. Mais avant, débrouille-toi. Hein. Avant, les professeurs disaient débrouille-toi en cours pour suivre. Hein. Si tu suis pas en cours, tant pis pour toi. C'est sans aide, sans AESH. Hein. Ça n'existait pas les AESH dans les années 80-90. Hein. Donc j'ai rien du tout. Hein. C'était débrouille-toi tout seul. Hein. Donc après le bac pro, j'ai passé le bac pro
dans une structure handicapée à Paris. Donc internat pendant 4 ans, donc faire l'aller-retour pareillement, c'est pas facile. Donc voilà, c'est pas facile. Ouais. Donc il faut toujours se battre pour avoir les droits. Hein. Merci Laurence. Vous êtes arrivé en cours, vous êtes monsieur? Oui, excusez-moi, je suis arrivé, j'avais une réunion juste avant. Je suis très contraint, je remplace quelqu'un en pied levé. Je représente la Ligue des droits de l'homme. D'accord, ok, super. Et je suis enseignant aussi. D'accord, merci. Est-ce que je lui donne le micro? Vas-y, on va continuer le tour. Bonjour. Bonjour. On m'entend? Oui, on t'entend. Alors moi je suis Renaud, donc j'ai pas une scolarité simple, je dirais même assez difficile, parce que moi j'ai pas bénéficié d'aide, par exemple, de soutien scolaire, parce que moi j'ai des difficultés de concentration et à rester concentré sur plusieurs de classe et temps d'adaptation. Et notamment lorsque je suis arrivé au lycée après avoir redoublé déjà 2 fois, ça se passa pas terrible et le proviseur de lycée m'indiqua d'aller, moi il m'a dit les IME c'est pas pour vous, vous pouvez fonctionner en gros dans un milieu normal, j'ai essayé de résumer ce qui m'avait été dit, mais il faut vous aller dans un établissement spécialisé. Et on a demandé avec mes parents lesquels, mon père était très énervé et vexé parce que ça n'a pas proposé d'aide. Et on nous disait de faire des recherches. Voilà. Après, j'ai obtenu un bac pro en rebondissant, en bifurquant vers une scolarité en bac pro directement. Et j'ai obtenu un bac pro. Voilà. Et, voilà. Ok. Alexandre ou Sébastien? Comme tu veux. Bon, bah vas-y. C'est ça que ça veut dire? Vas-y, Sébastien. Bon, bah, Sébastien, donc, je suis le président d'Épilepsie France Pôle 72. Et donc, du coup, je suis moi-même atteint d'épilepsie et j'ai eu de grosses années où c'était très dur quand j'étais jeune, parce que à l'école maternelle, ils disaient tu feras rien de ta vie, tu iras en IME ou en masse ou tout ce qu'on veut. Et quand je vois aujourd'hui, j'ai réussi à aller jusqu'au lycée et que là maintenant je suis salarié dans l'expertise comptable, je me dis que malgré les handicaps, j'ai réussi à faire mon chemin, malgré que tout le temps on disait que les épileptiques sont des personnes possédées et folles. Je me dis qu'on est pas mal quand on est dans la vie active et qu'on est soutenu par ses proches et par ses collègues. Alex, tu veux? Élodie. Bonjour, je m'appelle Élodie, je fais partie d'Épilepsie France, je suis comptable adjoint à l'épilepsie et l'association, je veux dire. Et puis, moi je suis tombée malade à 22 ans par contre. C'est juste après, en fait, ça a été très difficile parce que je devais faire secrétaire médical et après on m'a pas du tout aidé pour tout ce qui est aide après la formation, le suivi, non pas du tout. Et puis moi en plus, plus ça allait, plus la mémoire en fait, je l'avais plus quoi. Donc j'ai pas eu du tout d'aide après. Le suivi, il n'y en a aucun quoi. Donc pour cette maladie malheureusement c'est... On dit qu'on est une maladie un peu mise sur le côté, quoi, où on ne veut pas en entendre parler, en tout cas, surtout dans les hôpitaux. Quoi. Donc voilà. Derrière toi, puis après on fera tourner à Alice. Bonjour, moi je m'appelle Alexandre, moi je suis épileptique moi-même. Après, je dirais que quand j'étais enfant, à l'école, on me disait toujours que j'étais un mongol, retardé. Et comme je fais des prises d'épilepsie, beaucoup me demandaient où j'allais et quand j'en faisais. Je dis, on m'emmène à l'hôpital, elle me dit, ah toi tu vas carrément à l'hôpital psychiatrique. Je dis, bah non, l'hôpital normal. Et beaucoup le croient que c'est l'hôpital psy pour les épileptiques. Je confirme. Après, moi exactement au niveau scolarité, j'ai jamais eu d'aide, on m'a jamais conseillé d'aller dans des endroits spécialisés. J'ai vécu toujours comme une personne normale et j'ai dû m'habituer juste à ma maladie. Amandine. Je m'appelle Amandine. Moi j'ai eu une scolarité un peu perturbée et particulière. Parce que j'ai été dans un collège et un lycée normal, lambda.
Et à ce moment-là, j'étais pas en fauteuil, j'avais ma maladie, mais au tout début, au collège, on ne savait même pas que c'était une maladie. Rappelle-nous le nom de ta maladie. Le syndrome d'Ehlers-Danlos. Et du coup, au début, ça se manifestait principalement avec les troubles d'attention, concentration, donc ça c'était la partie qui ne se voyait pas, ou 3 tonnes de torse, ça c'était un peu plus visible. Et puis j'étais toujours plâtrée, ou alors avec des appels, des trucs comme ça. Et c'est vrai que c'était assez compliqué, parce qu'à partir de la 3e, c'est vrai que ça a commencé à vraiment se corser, parce qu'au début ça allait à peu près. Sauf qu'au bout de la 3e, j'ai eu la bonne idée de me faire une sciatique avec un bagot et tout le bazar. Sauf que je ne pouvais plus m'asseoir. Donc j'étais tout le temps debout. Donc forcément, suivre les cours debout, c'était un peu bizarre. Et d'un point de vue avec mes camarades et avec les professeurs. Mais moi, j'ai quand même eu beaucoup de chance, c'est qu'au tout début, moi qui suis une grande timide de base, debout en classe, c'était juste hors de possible, hors de question. Donc j'étais à genoux. Les profs avaient été adorables parce qu'ils s'étaient débrouillés pour au début me trouver des coussins parce qu'ils étaient un petit peu embêtés de me voir à genoux. Et puis après, quand je me suis mis debout, vu qu'il n'y avait pas de table adaptée et que la FDPH faisait pied des mains, c'était une grosse galère pour avoir du matériel. Donc j'avais pas de matériel à proprement parler. Donc les professeurs en fait sont allés dans les réserves du collège et ça a fait pareil au lycée pour trouver des tables de rétroprojecteurs en fait qui m'ont servi de table de cours pour extraire des projecteurs. Je me rappelle au collège, par exemple, je ne pouvais pas aller en récréation parce que au niveau de la fatigue et tout ça, c'était impossible pour moi d'enchaîner récréation et cours. Donc généralement, soit je restais avec les professeurs pour tenir compagnie, soit ils avaient fait en sorte aussi que je ne change pas trop de salle. Et ça, c'était en accord avec la CPE, parce que pareil, il n'y avait pas de PAI ou de trucs comme ça qui avaient été faits à ce moment-là. Donc c'était un petit peu, on s'arrangeait comme on pouvait pour que je puisse suivre la scolarité, quoi. Et au lycée, il y a eu beaucoup de... il y a eu des aménagements qui ont été faits, mais pareil, un peu... là, il y avait un PAI, donc ça a été un peu plus officiel, on va dire. Après, j'avais pas d'AESH et tout ça, donc il fallait que je me débrouille, soit pour l'apprentissage ou même pour emmener mes affaires. J'avais certains professeurs qui m'aidaient, mais c'est vrai qu'autrement, c'était assez compliqué, parce que j'avais un ordinateur, j'avais les béquilles et tout le matériel médical, parce que si je faisais une crise, des trucs comme ça, parce que j'ai la dystémie qui est arrivée à ce moment-là, c'est des crises qui sont assez impressionnantes à voir. Donc quand c'est comme ça, il faut un certain matériel pour pouvoir calmer la crise. Et tout ça, il fallait le transporter. C'est vrai que je changeais de salle tout le temps, toutes les heures, c'était juste pas possible. Donc je profitais des récréations pour changer de salle. Et puis à côté de ça, j'ai les professeurs, pareil, au bout de c'était en seconde, première, je sais plus, qu'ils avaient fait en sorte que les salles, mon emploi du temps soit le plus rapproché possible, en fait, que j'ai pas trop de trajet à faire. Il n'y avait que les salles, tout ce qui était SVT, physique, chimie, où là, il n'y avait pas trop de choix, parce que c'est quand même des salles spécifiques. Et puis j'ai quand même eu, même si ça a été compliqué, que ce soit pour m'adapter ou même vis-à-vis des camarades, parce que j'en avais certains qui étaient un peu jaloux, par exemple, quand j'avais l'ordinateur ou la tablette, ça faisait des envieux, on va dire. Et du coup, j'ai eu le droit au... de toute façon, elle fait semblant, quand elle est absente, c'est pour les examens. Comme par hasard, ça tombe toujours au moment des examens, c'est complètement faux, mais voilà, c'est des rumeurs qui se sont répandues assez vite. J'ai eu la chance d'avoir d'excellents professeurs qui ont quand même beaucoup pris ma défense, qui ont pris le temps d'expliquer ce que j'avais au mieux. Et puis surtout quand je faisais des crises et tout ça, ils arrivaient à trouver un moyen de m'isoler. Voilà, c'était pas forcément leur rôle, mais franchement, ils étaient très très présents. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance là-dessus, parce que ça m'a permis quand même d'aller jusqu'à la première. Où voilà, on m'a demandé d'arrêter la scolarité, parce qu'on ne pouvait plus aménager les horaires, et ça c'était trop compliqué.
Et là, j'ai essayé de rentrer en centre de soins-études. J'avais vu celui de Sablé, qui franchement était super. Je l'avais visité, on m'avait dit il n'y a pas de problème. Enfin, à les écouter, c'était acté. Puis 2 semaines plus tard, j'ai reçu une ravissante petite lettre qui disait que finalement, une maladie était trop compliquée à gérer. Du coup, ils n'étaient pas capables de m'accueillir. Donc, bref, débrouillez-vous. Et puis voilà, il disait qu'il restait à disposition du psychiatre. Alors, on n'a jamais trop compris la référence, parce que je n'avais pas spécialement sur le psy à ce moment-là. Enfin bref. Mais voilà, avec le temps, du coup, j'ai laissé tomber tout ce qui était scolarité. On avait essayé l'école à la maison, mais ça avait été très compliqué au niveau de la concentration et de la mémoire. Ça rentrait pas comme il aurait fallu que ça rentre. Du coup, c'était assez complexe. Et puis au final, avec le temps, plusieurs années, j'ai pas pu passer mon bac comme j'aurais voulu le faire. Mais j'ai été en insertion professionnelle au niveau de l'Arche. Et puis c'est là que tout s'est décanté au niveau de l'emploi, parce que je suis passée de tu peux pas travailler, on va essayer de t'aider un petit peu à trouver de quoi t'occuper. Donc voilà. Tu passes ça à Louis. Monsieur. Merci. Quoi? Bonjour, alors moi c'est Louis. Oui. Je suis atteint Mais vous allez parler l'un après l'autre. du syndrome de Marfan. Syndrome de Marfan et d'une IMC, infirmité de motricité cérébrale. Du coup, moi, c'est uniquement c'est uniquement la partie moteur de mon cerveau qui a été atteinte. Du coup, pour les activités intellectuelles, tout va très bien. Et j'ai d'ailleurs été dans une scolarité normale jusqu'à la faculté. Donc voilà. Après, pour les premières années, j'ai toujours eu un AESH. Alors à l'époque, on n'appelait pas ça AESH, mais on appelait ça ABS, tout simplement, assistant de vie scolaire. Et du coup, j'en ai toujours eu une à accompagner. Donc voilà. Sauf à un moment donné, en première, le premier jour, l'AESH qui m'avait été attribué est tombé dans les pommes et il n'est jamais revenu. Il n'est jamais revenu. Du coup, j'ai été un mois sans ABS, un mois en première sans ABS. Là, j'ai dû faire confiance à d'autres élèves de ma classe qui, fort heureusement pour moi, étaient très sympathiques. Du coup, ils ont accepté de m'aider, tout ça, sans aucun problème. Et voilà, et c'est devenu mes meilleurs amis par la suite. Pendant les 2 années au moins les 2 années de première et terminale, et puis après, même un petit peu après. Donc voilà. Mais tout ça pour dire que le fait d'avoir un AESH, c'est quand même bien, mais c'est pas forcément ce qui est mieux. Par exemple, moi j'ai une scolarité plutôt scientifique et va dicter des formules à un littéraire. Je dis pas que les littéraires ne sont pas capables, mais dicter des formules de maths et tout ça, c'est très compliqué. Donc voilà. Donc moi, je sais que je leur dois beaucoup. Et t'en as parmi eux, t'en as beaucoup qui aussi étaient là parce que étaient là un peu c'était pas leur motivation profonde, quoi. Du coup, ils étaient là, mais ils sont vraiment là. Enfin,
Après, ça, c'est point de vue de certains. Mais dans l'ensemble, ça a été. J'en ai eu vraiment qu'un qui n'a pas pu aider dans une matière, en espagnol. Mais ça, c'était pas très grave. C'était en terminale, mais c'était pas très grave parce que je demandais à d'autres personnes. Je demandais à des personnes je demandais aux mêmes personnes qui m'ont aidé l'année dernière à. Ouais. Là, je te passe. Moi, en fait, côté scolarité, ça a été plutôt simple parce que j'avais pas de handicap reconnu. Donc, c'était scolarité normale. Et je m'aperçois en écoutant tout le monde là que, en fait, tous ceux qui ont bénéficié d'aide dans la scolarité, c'est essentiellement des personnes qui ont eu des handicaps physiques, des handicaps visibles. Et je suis là, moi, ce soir, un peu pour représenter aussi on a eu quelques gens de l'épilepsie, et je les remercie beaucoup. Et un peu pour représenter les handicaps invisibles. Parce qu'il faut savoir quand même qu'il y a quand même 80% des handicaps, je ne le dis jamais assez, des handicaps qui sont invisibles. Et c'est vrai que dans les scolarités, bon, moi mon handicap, comme la personne, je crois que c'est... j'ai perdu le nom, c'est pas grave. Élodie, voilà, Élodie. Moi, mon handicap a été reconnu très tard, en fait, à 21 ans aussi à peu près. Hein. C'est la schizophrénie. Bon, c'est un diagnostic qui a été posé comme ça. Bon, après, il y a eu une évolution. Mais ce que je vois, c'est que dans la scolarité, je ne suis pas trop mal sorti avec ma tête de premier de la classe. J'étais premier de la classe. Au CM1, j'étais premier de la classe. Et ton autre partie, elle était quoi alors? Voilà, c'est ça. Et du coup, je suis arrivé au bac. J'ai fait quand même 2 premières S aussi. La première S, je me suis amusé. Je me suis dit, bon, allez, bonne journée. Hop, je fais mon année et puis on verra bien, à bientôt quoi. Et la deuxième première S, j'étais un peu stressé parce que en fait, comme j'avais passé mon bac de français, il fallait que je passe un meilleur bac de français que la première. Et j'ai quand même eu 13 au bac de français, alors que j'avais eu 10, 12 au premier bac. Enfin voilà, tout ça pour dire que sur les handicaps invisibles, j'ai l'impression que c'est peut-être là aussi qu'il y a à travailler au niveau de l'accompagnement, de comprendre les personnes qui sont en situation de handicap, en situation à inclure dans une classe. Les retards mentaux, des choses comme ça, ça peut être difficile. Je connais aussi des enfants, moi dans ma communauté, parce que je suis quelqu'un qui est très engagé spirituellement, donc dans ma communauté, il y a 3 personnes en IME aussi, 3 enfants en IME, et je comprends aussi que ces enfants-là, ils ont des compréhensions, ils ont plein de choses à donner, mais ils ne sont pas forcément bien compris par les personnes qui les entourent. Et il y a besoin d'orthophonistes, il y a besoin de choses comme ça. Et c'est extérieur à l'école, c'est pas dans l'école. Donc voilà. Non, après, moi j'ai été jusqu'en université, j'étais en IUT. C'est au moment de l'IUT aussi qu'on m'a un peu exclu du travail. Moi, c'est plus la discrimination au travail qui sera un autre sujet certainement à traiter. Mais voilà, en tout cas pour la scolarité, je me rends compte qu'effectivement, il y a beaucoup d'aide au niveau du handicap physique, du handicap visible, mais peut-être très peu d'aide ou à améliorer, perfectible dans le domaine du handicap invisible. merci à tous pour votre témoignage. Je vais le retourner vers moi, voilà. Voilà. Moi, je vais finir vite fait par rapport à ma scolarité. Donc moi, en fait, je suis né avec une maladie dont je suis le seul qui est en France, qui s'appelle le syndrome de Hartnup. Donc on va dire toute ma scolarité, j'étais debout. En fait, c'est que depuis 2018 où malheureusement, j'ai pas le choix que d'être dans ce bolide. Parce que ma maladie, il y en a d'autres qui se sont rajoutés à ça.
comme si le package n'était pas déjà bien assez lourd. Donc forcément, à un moment donné, quand on rajoute à ça des myopathies ou même des neuropathies, forcément ça, plus ça, plus ça, plus ça, on finit en fauteuil. Et puis hier, je me suis fait opérer d'un lipome dans le dos, donc voilà, on enchaîne. Donc moi, c'est vrai que ma scolarité, moi, j'ai pas eu de chance parce que ma maladie étant pas assez reconnue, je n'avais pas d'AESH, je n'avais pas d'AVS, j'avais rien du tout. Donc moi, jusqu'à mes 10 ans, même jusqu'à mes 14 ans, pour être précis, je faisais 6 mois dans une école, 6 mois à l'hôpital. Et donc j'ai vécu comme ça quasiment toute ma scolarité. Et à chaque fois que j'avais la chance de faire une année correcte, c'était une année où je m'en prenais plein la gueule, que ce soit aussi bien par les parents d'élèves que par les enfants, en mode ne vous approchez pas de Damien, il a le cancer, le sida, le lépreux, enfin tout ce qu'on veut, parce que forcément, comme j'étais atteint d'un eczéma assez visible, forcément, bouton de pu et tout ce qui va avec, c'était pas joie, quoi. Donc fallait éviter de me côtoyer, on sait jamais. Donc c'est vrai que j'ai vécu une scolarité de merde, disons les choses. Mais bon, c'est pas pour autant que je me suis laissé abattre, puisque j'ai fini avec un BTS en informatique. Et clairement, aujourd'hui, même si je peux plus travailler, ça n'empêche que j'ai été très content pendant presque 15 ans de travailler en informatique, aussi bien dans la hotline que dans d'autres corps de métier. Mais c'est vrai que par contre, il a fallu du temps pour au moins être reconnu un minima et avoir, par exemple, la reconnaissance... qu'on s'appelle allocation soutien enfants handicapés. Donc ça que ma mère a mis longtemps à avoir. Elle l'a pas eu dès le départ, elle l'a eu genre vers mes 4 ans, un truc comme ça. Alors que normalement, dès la deuxième année de l'enfant, la CAF est censée le verser quand l'enfant est reconnu. Bon, ça n'a pas été le cas. Donc du coup, c'est vrai que derrière, ça a été un long parcours. Et même pour avoir par exemple la hache au jour d'aujourd'hui, il a fallu que je me batte, que j'aille carrément jusqu'en justice au pôle social, pour qu'on dise, ah oui, là, effectivement, il serait peut-être temps de bouger le cul et puis de lui filer son AH. Parce que c'est pas qu'il a rien envie de faire, c'est qu'il ne peut rien faire. Donc c'est le parcours aussi bien quand on est enfant que quand on est adulte. J'ai vu qu'il y avait donc du coup 2 professeurs. Donc monsieur, vous êtes ? Moi je suis professeur, instituteur, voilà. Oui, ok. Depuis 23 ans. Et voilà, j'ai accueilli... Oui, s'il te plaît. Voilà, merci. Oui, j'ai accueilli des enfants atteints du syndrome d'Asperger et des enfants en situation de handicap physique et puis des TDAH, voilà. Effectivement, de tout ce que j'entends là ici, je sens qu'il y a besoin d'une continuité entre l'extérieur de l'école et l'intérieur de l'école. Et évidemment, c'est facilité quand il y a la connaissance du handicap et quand il y a aussi une prévention, c'est-à-dire que nous sommes capables d'agir au plus vite pour pouvoir accompagner au mieux les personnes scolarisées. Et effectivement, c'est pour ça aussi que je suis dans la Ligue des droits de l'homme, parce que je pense que cela passe évidemment par la défense de droits, et c'est aussi une question, quelque part, qui doit être mise en avant dans la société, avec l'idée que ça fait appel évidemment à la Déclaration des droits de l'homme, c'est-à-dire qu'à l'égalité en droit de tout à chacun. Et avec l'idée qu'il y a besoin des besoins spécifiques, à besoins spécifiques, il faut des moyens spécifiques aussi. Et je pense, en tout cas pour l'avoir vécu, quand vraiment tout est réuni, je sais que la première personne que j'ai accueillie, enfant, qui était atteinte du syndrome d'Asperger, j'ai eu un très bon contact avec la maman, et qui à l'époque, on n'avait pas forcément, c'était les premiers AES, il n'y avait pas d'accompagnement, c'est commencé à être reconnu. Il faut quand même savoir que au sein même de l'éducation nationale, quand j'ai accueilli cet enfant-là, il y a quelqu'un, un professeur qui pensait que c'était lié à une responsabilité de la mère, quoi. Donc il y avait encore cette méconnaissance de ce qu'était que le syndrome d'Asperger. Donc on voit bien qu'il y a une évolution, mais quand j'entends tout ce que j'entends là actuellement, effectivement, je me dis qu'il y a d'énormes besoins encore pour savoir exactement quels sont les besoins et les spécificités de chaque situation de handicap. Après, excuse-moi de te couper. Louis. Voilà, du coup, excuse-moi de te couper. Oui, c'est Olivier, excuse-moi de te couper, mais après, nous,
ce qu'on a vécu en tant qu'enfant, c'était, pour moi, ça remonte à il y a 30 ans. Et du coup, il y a 30 ans, beaucoup de les handicaps moteurs, en tout cas, commençaient à être reconnus, mais les handicaps invisibles, non, pas du tout, alors qu'aujourd'hui, il y a eu un gros progrès de fait. Mais bon, c'est certainement pas suffisant. C'est pas ce que je dis. Il faut continuer la lutte et il faut continuer à valoir tout ça. Voilà, c'est tout. Il y a 30 ans, il n'y avait pas les mêmes recherches. C'est ça, exactement. Il y a 30 ans, il n'y avait pas les mêmes recherches. Oui. Comme l'a dit. Je sais. Alexandre. Tiens, je vais faire passer le micro. J'ai beaucoup parlé, on n'aurait pas non plus laisser la parole, ça me gênerait. Mais bon, si je peux continuer tout à l'heure peut-être à m'exprimer. Il faut juste que je parte à 19h15, mais sinon, voilà. Il n'y a pas de souci. Ok. Véro ? Merci. Moi, j'ai eu en fin de carrière, donc je vois l'évolution depuis 10 ans, en fait. Quand je commençais ma carrière, on n'avait aucune formation. Aucune. Quand on était enseignant, moi, le handicap, je l'ai découvert parce que j'ai eu des élèves qui, effectivement, j'ai des autistes Asperger, mais j'ai eu des autistes aussi qui n'étaient pas Asperger. J'ai eu des multitudes de handicaps ou d'élèves. Alors, nous, on les appelle, quand on fait des évaluations, des élèves qui ont des besoins éducatifs particuliers. Parce qu'en fait, il y a plusieurs formes et multitudes aujourd'hui de difficultés. Il y a ceux qui, évidemment, ont un handicap. Il y a aussi ceux qui ont un PAI, un PPRE, je pourrais peut-être expliquer ce que c'est que tout ça, mais par exemple ça, vous voyez, c'est arrivé dans l'éducation nationale qu'en 2005, et surtout en 2013 en fait, parce que la loi de 2005 a permis aux enfants effectivement d'être inclus dans l'éducation nationale. La prise de conscience, elle vient seulement il y a 20 ans. Et 2013, c'est aussi l'école de l'inclusion. Vous voyez que c'est très récent finalement. Donc moi, en fait, je me suis formée, j'ai demandé à faire des formations, mais moi j'ai des collègues qui sont encore restés c'est aux élèves de s'adapter en fait, hein, on est encore un peu dans ça. Moi, en tout cas, dans vos témoignages, je vais juste revenir sur ça. Moi, ce qui m'a vraiment interloqué, c'est le fait qu'il y a des établissements qui ne sont pas adaptés à l'accueil. Voilà, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je reviens sur l'idée aussi que les profs ne sont pas assez formés. Le manque de personnes aussi, peut-être. Dans l'éducation nationale, ce qui manque peut-être aussi, c'est des personnes qui sont visibles, qui ont un handicap et qui sont visibles et qui enseignent. Peut-être aussi que la prise de conscience pourra venir sur ça. On avait Stephen Hawking, par exemple, qui est un grand chercheur américain, qui permettait de comprendre que malgré le handicap, on est intellectuellement, on est brillant, voilà. Et j'ai encore des collègues qui pensent que quand on est handicapé physique, eh ben, on est handicapé mental. Ça existe encore, hein, ces collègues-là. C'est vrai partout, en plus. Ouais. Partout, on entend. Je vais revenir aussi sur le fait aussi que pour les parents, moi je rejoins le papa, votre papa, pour les parents c'est un parcours du combattant en fait. Il faut se battre tout le temps, il faut aller à la MDPH, il faut faire des bilans orthophoniques, des bilans, et ça c'est long. Pour donner une idée, hein, dans l'éducation nationale, nous aujourd'hui les bilans orthophoniques, parce que ça demande beaucoup de temps, il n'y en a pas beaucoup, dans la Sarthe, hein, c'est un désert médical. En fait on accepte des bilans orthophoniques qui ont un an et demi. Parce qu'on ne peut pas faire autrement. Normalement, c'est moins de 6 mois. Et puis après, je laisserai la parole. Il y a aussi, je pense, un problème de reconnaissance, de nécessité de notre part, en tout cas, de changer le regard que nous, on peut avoir sur les personnes en situation de handicap. Ça commence à changer parce qu'il y a une vraie prise de conscience et parce que la loi nous a permis aussi de changer. Moi, pour vous donner une idée, moi, je suis dans un établissement qui a 1200 élèves. Il y a 192 élèves qui ont un besoin éducatif particulier. Voilà. Ça vous dit un peu l'ampleur. Et aujourd'hui, tant mieux, parce qu'on a des enfants qui aujourd'hui, des jeunes, qui sont inclus dans le système scolaire. Et moi, je dis, voilà, bravo, mais c'est loin d'arriver en fait à 100%. Effectivement, c'est ce que j'étais en train de regarder. En fait, la loi de 2005, et ça fait la continuité de ce qu'on disait en mars,
oblige en fait justement la scolarité des enfants en fait. Et le souci c'est qu'avant cette loi-là, bah, le problème c'est que c'était un peu néant, c'est-à-dire que bah, enfant handicapé, oui, mais ça veut dire quoi en fait? C'était vraiment la question que tout le monde se posait. Et moi je me souviens quand je rentrais à l'école, bah, c'est vrai que des fois on me regardait en mode mais il est pas malade lui, à part juste de l'eczéma, il n'a rien d'autre. Bah, en fait si, il y avait tout ce qui allait autour mais qui n'était pas visible. Et c'est vrai que je rejoins ce que disait JC tout à l'heure. Effectivement, c'est vrai que le handicap invisible a été mais très longtemps mis de côté. Et c'est malheureux parce que si on n'avait pas un truc qui pouvait prouver qu'on avait un handicap, comme une crise d'épilepsie par exemple, ou autre, bah, en fait on était mis de côté et en mode bah, en fait il fait que du chiquet ou que sais-je. Et c'est vrai que ça c'est le genre de choses, malheureusement ça a été un lourd parcours et maintenant c'est vrai que quand je regarde où est-ce qu'on en est en 2025, j'ai des questions que j'avais préécrites qui sont bah, justement quels sont les principaux obstacles à la scolarisation des élèves en situation de handicap aujourd'hui. Qui veut réagir? Laurence? Je pense que c'est l'accessibilité. L'accessibilité, quand c'est pas accessible dans une caisse, bah, tu es en fauteuil, je te vois. Dès que tu es en fauteuil, moi je sais que moi j'ai vécu très longtemps debout, jusqu'à l'âge de mes 30 ans, debout en calme. Moi j'étais pour aller au cours. Mon cours, je faisais souvent par terre, je me rendais souvent. Moi je me suis mis pratique pour rester debout jusqu'à mes 30 ans, parce que je savais qu'il n'y avait rien qui était doté en fauteuil. Donc après c'est ça. Donc il n'y avait rien qui était doté en fauteuil. Mon cours, les espaces n'étaient pas dotés. Et quand on faisait une formation pas dotée, quand on faisait un stage pas doté, il fallait tout faire à pied. Donc les chauffeurs, on peut avoir un pied en canne. Après, à 33 ans, bon, le fauteuil, c'est pas tout le choix. Ça, on t'a dit rien, donc faut choisir entre le fauteuil ou être debout, être fatigué debout. Il n'y a rien qui est doté en faisant que tu es en fauteuil. Et tu es en fauteuil, tu n'as rien qui est doté comme établissement. Je me permets juste de reprendre la parole 2 secondes. Je pensais à une chose aussi quand j'étais au lycée. Tout ce qu'on faisait, nous, c'était de monter et descendre des marches. Donc, concrètement, moi j'étais au lycée Bellevue, je ne crois pas avoir vu de souvenirs, plus loin que je cherche dans mes souvenirs, je ne crois pas avoir vu d'ascenseur pour les personnes handicapées. Donc, et moi, par rapport à mon handicap qui commençait à arriver, en fait, quand je suis arrivé dans la première S, et même en seconde, arrivé dans le lycée, je suivais ma classe parce que je ne savais pas aller de salle en salle et de me repérer dans l'espace et dans le temps de la compréhension de comment on se déplaçait dans le lycée. Bon, c'est venu au fur et à mesure, mais au début, tu arrives au lycée, déjà c'est compliqué parce que tu arrives des grands, tu arrives aux plus petits. Et puis, voilà, t'arrives. Mais je pensais, à l'époque, je ne pensais pas à ça, mais je pensais là, pendant que vous étiez en train de parler, à ça. Nous, on faisait que monter, descendre des marches, quoi. Et même pas d'ascenseur pour les personnes. Et c'est vrai qu'à Bellevue, on n'a toujours pas d'ascenseur aujourd'hui. Ouais. Enfin, non, mais c'est là. Quand j'étais au lycée, moi j'étais au lycée, du coup j'étais au lycée Montesquieu, juste à côté de Bellevue. Je sais que Bellevue n'en avait pas d'ascenseur à l'époque où j'y étais, moi. Et ça remonte à il y a seulement 10 ans, enfin, un peu plus de 15 ans maintenant, mais voilà, ça fait que 15 ans, 2012. J'ai eu mon bac en 2012, voilà. Donc, pour vous dire. Ça, c'est Yourcenar qui est équipé dans l'ascenseur. Oui. J'allais dire, le seul, c'est Yourcenar vraiment qui est équipé d'un ascenseur. Moi, à mon époque, où j'y étais, il n'y avait pas d'AESH. Moi, il m'avait raconté une anecdote, parce que j'avais un échange avec le proviseur assez houleux par rapport à ma fin de scolarité, qui
qu'ils avaient refusé quelqu'un qui était pourtant en chaise roulante, qui était pourtant équipé, parce qu'en cas de panne d'ascenseur, il fallait le porter dans les escaliers ou quelque chose comme ça. Et ils n'avaient pas les aides, les AESH, parce qu'il avait quelque chose de très lourd. En gros, il y avait une sélection même de fait dans les gens en chaise roulante. Enfin, c'est vraiment choquant. Imaginez la sélection parmi la sélection. Excusez-moi, j'ai un peu entendu. Je veux dire, en fait, que même en chaise roulante, il fallait être bien portant, pas avoir un cathéter ou quelque chose comme ça, pas d'avoir des éléments médicaux. C'est limite ce qui m'avait sorti au téléphone, parce que moi j'avais rapproché mon éviction. Non, c'est bon. C'est ok, Renaud? Ok, ça va. Et justement, aujourd'hui, en fait, pour vous, est-ce que l'école est-elle réellement inclusive et est-ce qu'elle fait des efforts dans ce sens-là, en sachant que y a une loi là, qui a été votée en 2022, qui est un accord européen pour l'accessibilité, ce qu'on appelle l'AEA. Et normalement, la France, qui est le dernier pays à le mettre en œuvre, est censée le mettre en œuvre le 28 juin. Aujourd'hui, nous sommes le 13 mai. C'est-à-dire qu'ils ont 1 mois et demi pour mettre en œuvre combien d'écoles en France? C'est juste. Je suis pas sûr qu'on a cette voix. C'est juste une blague. C'est juste une blague. En plus de ça, normalement, cette loi qui a été votée donc en 2022, il faut savoir que au jour d'aujourd'hui, tous les pays, à part, je crois, la Norvège, je crois de mémoire, enfin, il faudrait que je revoie mes fiches, mais bon, bref, à part 2 pays peut-être, la France y compris, mais tous les autres pays se sont adaptés. Ont adapté les écoles, les entreprises, les rues, etc. Bref, tout est accessible. J'ai une amie qui a pas longtemps en fauteuil a été en Allemagne. Elle me dit mais c'est formidable. Elle me dit je vais dans un bar, il y a un monte charge. Je vais dans une boutique, il y a un monte charge pour accéder aux étages. Je fais des trucs, c'est assez large pour que je puisse passer. Si j'ai envie de tester un fringue ou quoi, bah on vient m'aider à me lever, à faire ce qu'il faut et tout. On se dit bah c'est bien. La France, que dalle. Donc, c'est vrai que là-dessus, pour revenir sur l'école, je me dis que en 2025, on a quand même pas mal de progrès, même si certains progrès ont peut-être été faits. Moi, j'avoue que ça fait trop longtemps que j'ai pas été en école, donc je ne sais pas. Et comme j'ai pas d'enfant, je ne peux pas le savoir. Mais c'est vrai que je le vois, moi, par rapport à mes sœurs, où effectivement, il y a certaines choses sur lesquelles elles m'ont dit, mais attends, c'est aberrant de voir que là... mon amie, parce qu'elle est en fauteuil ou qu'elle est en béquille, bah, elle est obligée de faire cours dans la classe du CPE, enfin dans la salle du CPE, parce que bah, y a pas ce qu'il faut en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on est obligé de lui descendre les devoirs pour que derrière, bah, elle se débrouille toute seule. Super. Elle m'a raconté ça, elle était en seconde. Donc, voilà. Je te laisse continuer, Léo ? Oui. Je reviens sur l'idée tout à l'heure, c'est Olivier. Moi, je pense que justement, parce qu'il faut absolument changer le regard des uns et des autres, en particulier dans le monde de l'éducation. Je pense que ça passe par la prévention et la sensibilisation. Peut-être que c'est à nous, les associations, d'aller vers les écoles, d'aller dans les écoles, et si on veut changer de regard, si on veut en tout cas sensibiliser à une prise de conscience, peut-être que ça passe aussi par cela. Voilà. En tout cas, il existe aujourd'hui des dispositifs, il y en a plein de dispositifs dans l'éducation nationale. Le problème, c'est que nous, en tant que profs, c'est très compliqué. D'abord parce que, je vous donne un exemple. C'est aberrant, parce qu'on est dans un système administratif qui est très lourd, très long. Il faut remplir des papiers, il faut remplir... Et parfois, j'ai eu une personne qui était une personne de petite taille, une jeune fille qui faisait que 1m17 précisément. Et donc, il lui fallait absolument avoir quelque chose qui soit adapté à sa taille. Donc, on a fait en sorte qu'elle ne sorte pas qu'elle reste dans la salle, et c'est nous qui nous déplaçons. Au niveau des emplois du temps, ça s'est été fait. Mais le matériel, donc on l'a demandé en septembre,
Le matériel, on l'a eu en février. C'est pareil pour les gens, enfin nous on a des jeunes par exemple, moi j'en ai un, il est dyspraxique. Donc son ordinateur, il l'a demandé, donc en septembre, au moment de la rentrée, il l'a eu au mois de janvier. Ah oui, quand même. Donc vous comprenez bien qu'en entendant, nous les profs, il faut qu'on s'adapte. Alors on a plein de profs qui sont de bonne volonté, hein, je peux vous assurer. Mais le problème c'est qu'on a un manque de moyens. Et donc d'efficacité en fait. Le problème il est là aussi. Voilà. Et de formation. Romain? Non, et puis la question aussi que j'ai vécue dans le cadre de ma scolarité, c'est que les profs se sont toujours demandé, que ce soit au collège ou au lycée, si l'AVS, enfin l'AESH n'avait pas tendance à aider lors des devoirs individuels, à donner des coups de pouce alors qu'il n'avait pas le droit. Enfin, il y a aussi cette suspicion-là, entre guillemets, est-ce que l'AVS n'aide pas, est-ce que si, est-ce que ça. Enfin, voilà, c'est toujours, même par rapport aux autres élèves, voilà. Je sais qu'en BTS, j'avais des cours particuliers, puis j'avais eu le malheur de dire aux élèves normaux, ils avaient créé de la jalousie, parce qu'il y avait une autre amie à moi, Astrid, qui était épileptique, donc qui elle était valide, elle avait des heures d'AES, des heures les heures de HSE à l'époque, et ça aussi, ça crée de la jalousie, quoi. Il y a toujours une suspicion par rapport au handicap, comme quand on demande des fois à se faire aider des élus pour trouver du boulot, c'est pareil, il y a toujours... je discutais avec Léa Bost, la journaliste d'Issiman, et elle ne revenait pas que c'était autant galère. Là, je vais y aller, parce qu'il y a l'auxiliaire de vie qui m'attend, mais je reviens ce soir. Ça marche. Merci Romain. Merci. Moi, j'ai vécu à l'établissement dans ma scolarité jusqu'au bac pro, jusqu'au 3e, dans un établissement normal, sans AESH, ça n'existait pas. Mais ça n'existait pas dans les années 80-90, donc c'était des bruitons à tout seul. Ça va aller Romain? Tu veux que je déplace le truc? Il y a quoi derrière? Déjà, il y a un verre qui est là. Déjà, il y a un verre qui est par terre. Ah ouais. C'est ça? Voilà. Ça évitera que... Allez, tourne. On va laisser faire le créneau. Oui. Tu peux quand je me déplace? Ah non, c'est bon, c'est bon. Oui, non, c'est bon. Ouais, on va y arriver. La joie du fauteuil, au quotidien. Venez, rapprochez-vous. Mon expérience, c'était dans les années 80-90. Il n'y avait aucune AESH. Ça n'existait pas du tout. C'était des bruitoirs tout seul. Tu vas en cours, ok? Il ne faut pas étudier au rendu cours. Il ne faut pas étudier au rendu professeur. Sinon, le professeur, il ne t'attend pas. C'était comme ça. Donc, le professeur, il faisait à toute vitesse, après, il bruitoirs tout seul. Donc, ouais, quoi. Ouais, je vais revenir sur deux, trois choses. Vas-y Aurélien. Véronique. Ouais, moi je voudrais revenir un petit peu sur ce que disait Monique sur les plans d'orthophonistes. Parce que j'ai le cas avec mes deux enfants, du coup, comme je disais, du coup, ils ont pas mal de problèmes. Et effectivement, du coup, pour un bilan orthophonique, du coup, c'est incroyable à lire. C'est un truc de dingue. J'avais même des enfants, du coup, qui avaient une orthophoniste qui a arrêté, du coup, parce que mon fils est chez pas la CMPP, du coup, mais c'est arrêté avec le CMPP, donc elle reprend. C'est une galère. C'est un truc de dingue. À quel point, du coup, c'est très compliqué, du coup, d'avoir certains bilans. Alors, la MDPH, du coup, enfin, maintenant, c'est peut-être comme ça que ça s'appelle, du coup, ils changent leur site, du coup, tous les 6 mois. Ils sont aussi casse-pieds avec ça. Parce que moi, dans le domaine, du coup, moi, à l'époque, je bossais au CHS, maintenant, c'est le PSM, donc bon, ils sont casse-pieds. Mais ouais, les bilans orthophonistes, les bilans sociaux comme ça, du coup, c'est la croix à la bannière pour les avoir. Et on s'est revenu du coup sur le coup des ascensions dans les lycées. Alors, mon compagnon, du coup, c'était pas moi, du coup, c'était une amie. Un lycée, donc, du coup, qui avait une caméra, du coup, dans le fauteuil volant. Dans les années 90, c'est encore pire qu'aujourd'hui.
c'est un peu plus, elle aurait été refusée dans le lycée. Parce que fauteuil roulant, il n'y avait pas d'ascenseur, il n'y a pas de ça. Et c'est les élèves qui ont dit du coup, mais vous allez accepter. Et ouais, non, mais les fauteuils, tout, on ne peut pas les fauteuils. Et c'est les élèves, du coup, entre elles, qui font, du coup, se sont mis du coup à faire du roulement pour porter le fauteuil. Au secours. Au secours, au bout d'un moment, du coup, je sais pas, et puis pour moi, du coup, je suis lycée où j'étais, il n'y avait pas d'ascenseur. C'était même pire que ça, du coup, c'est à chaque étage, il y avait des toilettes. Mais pas pour les élèves, pour le personnel. Du coup, les élèves, du coup, ils sont obligés de descendre des escaliers. Monter des escaliers, du coup, c'est pour aller du coup. Et les personnes, du coup, qui peuvent avoir des handicaps, qui sont en béquille, du coup, c'est non, vous descendiez, du coup, vous n'avez pas accès à ça. Non, au bout d'un moment, du coup, c'est stop, quoi. Non, je sais pas si ça a changé, parce que du coup, moi, j'ai pas fait ma scolarité en Sarthe. J'ai fait en Vendée dans les Deux-Sèvres. Mais j'espère qu'ils vont arriver à changer ça. Je sais pas, du coup, c'est. L'école j'ai lycée, c'est vrai que les bâtiments, c'était compliqué de mettre des ascenseurs. Je sais pas. C'est obligatoire maintenant. Mais sauf que du coup, ils ont des obligations légales. Ils sont des obligations légales. Le problème, c'est que les ascenseurs ne marchent pas toujours. Il y en a un, mais. Non, mais alors ça, effectivement, du coup, c'est les ascenseurs qui fonctionnent pas cette et j'aimerais bien, j'ai entendu que les personnes, du coup, qui sont sur une association pour l'épilepsie, j'ai une connaissance, il a mis 10 ou 15 ans à la faire reconnaître, il a mis une épilepsie à la lecture. C'est pas courant, du coup, les médecins lui ont dit pendant 10 ou 15 ans, du coup, mais non, si vous ne êtes pas fou, et là, du coup, ça fait 5 ou 6 mois qu'un neurologue a dit, du coup, effectivement, du coup, c'est ça. Donc, s'il dit trop, du coup, c'était quand je fais une crise d'épilepsie. C'est la concentration. Ouais, c'est ça, ouais. Ça doit être ça. Il a mis 10 ou 15 ans, du coup, à ce qu'un neurologue dise, oui, effectivement, vous avez une épilepsie primaire à la lecture. Ça me surprend pas. Donc les médecins, du coup, les profs, du coup, non, si tu fais semblant. Ça a pris 10 ou 15 ans, du coup. Ah, je sais, tu veux jouer le passeur de micro? Ouais, moi, ça marche. Il y a Sébastien qui veut la parole. Je vais me permettre de rebondir sur deux choses qu'Aurélien et Véronique ont dit. Donc, en Sarthe, en neurologie, il nous manque déjà une dizaine de professionnels. Donc, le retard de diagnostic, nous, ça fait bientôt 25 ans qu'on le connaît sur la Sarthe. Je ne suis pas surpris de ton discours. Après, c'est une question qui habite pas la Sarthe, du coup. Pour qu'on rebondisse. Et par rapport à ce qu'on disait sur l'inclusion aussi au niveau des lycées ou des collèges, et ce que Romain disait, c'est surtout, moi ce que je me suis aperçu, c'est que quand les personnes handicapées ont un handicap visible ou invisible, si on n'a pas le carton pour les examens ou pour les contrôles, on se casse la gueule. Et ça, c'est malheureusement pris pour les autres par une injustice pour eux, mais pour nous, une facilité. Alors qu'en fait, non, moi je me suis aperçu à titre personnel pour tous les examens que j'ai fait avec le carton, que si je ne l'avais pas eu, je les aurais loupés parce que malgré tout, les maladies, ça fatigue. Et ça, quand c'est un handicap invisible, que ce soit les profs ou les élèves, tout le monde, désolé, Véronique ou Olivier, mais tout le monde refuse de se dire. En fait, non, c'est obligatoire maintenant. Ouais, mais refuse de voir le handicap, en fait, c'est dans ce sens-là que je voulais dire. Ouais. Mais oui, moi j'ai toujours eu la chance de l'avoir eu par la MDPH, mais c'est un parcours du combat. Par contre, il faut passer par la MDPH en fait. Ouais, c'est ça, obligatoirement, oui. Et ça, on est obligé de passer par la MDPH pour les cartons. Et la MDPH, du coup, s'il peut mettre un an ou 2 ans, c'est pas mal la chose. C'est phénoménal, c'est vraiment parcours du combattant. C'est le parcours du combattant. C'est bienvenue dans l'administration française, du coup, et les couches d'administration, du coup, les je peux envoyer le dossier MDPH, je suis désolé, mais il nous les complexifie d'année en année, donc c'est pas top. Moi, au niveau de l'inclusion, il y a deux trucs qui m'avaient surpris, ça vient de me tout le monde. C'était surtout pendant ma dernière année au lycée, enfin, la dernière année pour moi. Il y avait deux trucs qui étaient un peu embêtants, parce que c'était au tout début où j'avais le fauteuil de manière intermittente, donc je pouvais plus prendre les marches. On avait la chance d'avoir un ascenseur. Bon, il était une fois sur deux en panne, mais il y avait un ascenseur. et un truc qui est assez surprenant, c'est que quand pareil, j'ai alterné beaucoup lycée-hôpital. Et deux trucs. Le premier, c'est que pour aller au lycée,
Moi qui habitais à la campagne, comme les 3/4 des élèves en plus, je prenais le bus. Bus qui, en fait, ne prenait pas le fauteuil. Donc, si j'étais en fauteuil, c'était papa et maman qui t'emmenaient, parce que t'avais pas le choix. Donc, sauf que papa et maman ils travaillaient, donc c'était un peu compliqué. On avait mis beaucoup de temps à trouver une solution, parce qu'on avait essayé de passer à travers du BSL ou des trucs comme ça pour rentrer à l'école, mais bon, ça ne rentre pas complètement dans les critères, parce que c'est pas un rendez-vous médical, puisque c'est l'éducation. Donc il y avait ça, et il y avait aussi, quand j'étais hospitalisée, truc trop cool, au service pédiatrique, il y avait l'école. Alors, il ne faut pas avoir 18 ans, parce que quand on est à 18 ans, il n'y a plus l'école. Là, on est dans la mouise. Parce qu'en fait, il part du principe que si on est plus en pédiatrie, je sais pas, il n'y a plus rien. Alors, ok, il y en a peut-être qui ne sont plus à l'école, mais il y en a d'autres, c'est débrouillez-vous, quoi. Mais quand c'est débrouillez-vous à l'hôpital, on a besoin. C'est juste pas possible, en fait, de continuer, à moins d'être hyper autonome et de pouvoir apprendre seul comme ça. Il y en a qui le peuvent, mais il y en a beaucoup qui ne le peuvent pas. Et c'est vrai que c'était... franchement, c'était très gaspillé. Et franchement, je suis d'accord avec Véronique qui dit que beaucoup de professeurs sont motivés pour aider et que c'est aussi beaucoup un manque de moyens parce qu'il y a un nombre incalculable d'exemples où les professeurs en fait voulaient m'aider, voulaient adapter, voulaient trouver des moyens, mais on cherchait partout, aussi sur les trucs Amazon et tout ça, pour essayer de trouver des objets qu'on pouvait détourner pour que ça serve à. Parce que la MDPH, évidemment, elle ne donnait pas de réponse, donc il fallait bien qu'on se débrouille. Et je vois que le matériel que j'ai eu, c'était mes parents qui avaient financé. Il y avait il y avait d'autres matériels où c'était le lycée ou le collège qui allait chercher dans les réserves ce qu'ils pouvaient détourner. Mais il y avait beaucoup aussi des moments où on ne savait pas, et c'était un peu perdu, donc ils se débrouillaient avec des moyens humains. Je prends l'exemple tout à l'heure en expliquant à Alexandre pour mon brevet. Moi qui faisais régulièrement des entorses ou des fractures, c'était assez courant. C'était pas le genre de truc qui arrive une fois dans le mois. C'était moi, toutes les semaines, j'en avais 3-4, quoi. Après, il faut le temps que ça se remette. Donc j'étais tout le temps à prendre l'ascenseur, celui-là il marchait. Mais le truc, c'est que je vois pour mon brevet, on était embêtés parce que je ne pouvais pas marcher, sauf qu'on n'avait pas pu avoir de fauteuil roulant. Du coup, c'est le proviseur qui m'emmenait pour passer les épreuves de salle en salle. Heureusement, j'avais réussi, ils avaient adapté l'épreuve du brevet pour que j'ai un peu plus de temps et que j'ai le droit à des sorties pour éviter les crises de dysthymie ou des trucs comme ça. Mais en fait, c'était un coup le proviseur, un coup les profs qui me portaient pour rentrer, sortir de la salle, pour essayer que ce soit possible. Je vois ma dictée de français, la fameuse dictée du brevet que tout le monde redoute. Moi, je l'ai fait allonger sur un banc. Donc c'était assez particulier parce que je ne pouvais pas être assise. Mais là, sur le coup, je ne pouvais pas être debout non plus. Donc c'était assez compliqué. Et vu qu'il n'y avait pas j'avais pas eu la chaise assise debout, j'avais fait la demande et il n'y avait pas eu de réponse et tout ça. On avait relancé que dalle. Et du coup, c'était comme ça. C'était un peu compliqué. Donc allonger sur un banc, sur le côté, en mode à la romain, quoi. Et puis à faire ma dictée. J'avais pas la faute. Et franchement, les professeurs, on connaît. Alors, il y en a quelques-uns qui sont plus haut. Une fois, j'étais plâtrée, il fallait faire de la géométrie. Il m'a demandé de faire un trait. Un trait, bien la règle et tirer avec le crayon. Quand on a qu'un bras, c'est pas facile. Donc, il y avait des petits problèmes de compréhension auprès de quelques rares profs. Mais pour la plus grande majorité, franchement, ils faisaient tout pour m'aider. J'avais ma prof d'allemand qui, pour que je puisse me reposer quand il n'y avait pas de place à l'infirmerie, parce que c'est un problème, il y a qu'un seul lit à l'infirmerie. C'est vrai qu'un lit pour tous les malades, c'est très bien. Surtout ceux qui veulent que les contrôles. mais voilà, c'était un peu problématique. Ma prof d'allemand, par exemple, avait proposé de me coucher sur les tables, elle m'a même proposé de ramener des matelas, mais des tapis de gym de chez elle, pour que je puisse me reposer entre les cours, étant donné que j'avais cours à son étage.
Et franchement, les profs voulaient vraiment aider, ils faisaient vraiment leur maximum. Et ouais, les moyens, ça manquait quand même. Attends, je voudrais revenir sur le côté. Oui, Louis. Non, bah attends, il y a Louis qui voulait... Alors, moi, je voudrais revenir sur deux ou trois petits trucs, sur quelques petits trucs, notamment le truc de la... avec les orthophonistes et tout ça. Et moi, j'ai été suivi à l'Arche pour mon handicap, en fait. Et à l'Arche, ils avaient un CESAD. Ils l'ont toujours. Le CESAD, c'est-à-dire que les professionnels se déplacent dans les collèges et lycées pour faire les séances de kiné, ortho et tout ça. C'est super. Sauf que à un moment, alors moi j'avais besoin de kiné, vraiment 2 séances de kiné par semaine. Mais et un petit peu d'ergo et un petit peu d'ortho aussi. Mais beaucoup moins. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que lors de mes dernières années de lycée, du coup, je n'avais plus trop besoin d'ortho ni d'ergo, et j'avais besoin de 2 séances de kiné par semaine. 2 par semaine. Il m'en faisait qu'une. Il m'en faisait qu'une par semaine, et il m'obligeait, pour la garder, il m'obligeait à faire de l'ortho. Et alors... Et en plus de ça, donc du coup, ouais. En plus de ça, il y avait un autre problème, c'était avec les réunions de l'Arche. Les réunions de l'Arche pour l'enfant, en fait. Les réunions de l'Arche pour l'enfant, en fait, et il fallait forcément que l'enfant soit là. Il fallait que l'enfant soit là dans la salle, avec eux, avec toute la réunion, avec tous les médecins, ouais. Non, pas les profs, les médecins. Oui, les professionnels, oui, les professionnels. Les professionnels de médecine, d'ergothérapie, de trucs comme ça. Et ça tombait sur des heures de cours. Du coup, un jour tous les 3 mois, je loupais 2 heures de cours. Bon. Finalement, ça nous a gavé, du coup, on a gueulé, et puis on s'est barré. Mais si ça nous faisait aussi mal, c'était pas seulement pour ça, mais en plus de ça, les professionnels, ils étaient là uniquement pour les points négatifs de l'enfant. Ils ne disaient aucun point positif à l'enfant en face de lui. Voilà. Il y avait ça aussi qui faisait problème. Désolé d'avoir pris le temps, mais je voulais que ce soit... T'inquiète. Il n'y a aucun contraire, c'est très bien. Je vais juste revenir maintenant sur quelques chiffres. Il faut savoir que en France, pour y arriver, les enfants en situation de handicap, les enfants entre 0 et 4 ans, les données spécifiques par rapport à cette tranche d'âge, il faut savoir qu'elles sont limitées. Donc c'est-à-dire que l'INSEE n'a pas réussi à avoir, entre guillemets, de réels stats. Par contre, les enfants de moins de 5 ans représentent environ 2% des enfants accueillis en IME. Donc ça, déjà, c'est problématique. Les enfants de 5 à 14 ans, en 2022, il y avait 15% qui, vivant à domicile, ont une limitation fonctionnelle sévère. Et donc, du coup, qui ne pouvaient pas être, entre guillemets, adaptés à l'école. 2% ont de fortes restrictions dans les activités du quotidien. C'est-à-dire que ça fait, en totalité, ça fait 17% de 5 à 14 ans qui ne vont pas à l'école. Ou alors qui sont dans des institutions du genre le lundi, le vendredi, enfin voilà, des trucs avec des horaires aménagés parce que c'est compliqué. Les adolescents de 15 à 17 ans, les données sont moins précises, mais 174 200 enfants et adolescents sont accompagnés par des établissements et services médico-sociaux.
en sachant que les données de scolarité de rentrée 2022 donnent 235 400 élèves de premier degré, donc maternelle et élémentaire, 232 900 dans le second degré, collège et lycée, et enfin 59 000 dans l'enseignement supérieur. Donc si on fait un total de tout ça, il y en a entre 500 000 et 600 000, de 0 à 18 ans. Après, c'est les proportions qu'il faut regarder. Les proportions par rapport à un lycée, combien qu'il y a... En fait, je vais juste finir avec, justement, par rapport aux chiffres, les AESH. Parce que pour moi, c'est quelque chose qui, pour moi, est quand même assez important. En théorie, on devrait avoir autant d'AESH que d'enfants en situation de handicap, au moins 1 pour 2. Alors qu'aujourd'hui, en fait, pour la rentrée 2024-2025, il y a seulement 132 000 AESH qui sont en poste. Alors, une augmentation de 67% depuis 2017. Bon, je n'ai pas les chiffres de 2017, donc je ne peux pas le savoir. Mais par contre, sur les 132 000 AESH, il n'y en a que 60% qui sont en CDI. C'est-à-dire qu'il reste 40% qui sont soit en intérim, ou soit en CDD, ou pas du tout. Ça fait pas beaucoup. Ça fait pas beaucoup. Alors après, j'ai vu enseignants spécialisés, donc je ne sais pas du tout ce que c'est que le KPI. Je te laisserai éventuellement en parler. Est-ce que tu veux donner la parole à Olivier? Est-ce que vous allez partir, c'est ça? Ouais. Est-ce que vous pouvez prendre la parole si vous le souhaitez avant de partir? Rapidement. Je te remercie. Oui, c'est juste sur une remarque qui me venait comme ça lorsque j'entendais des histoires de bus, d'ascenseurs, pour circuler, et puis par rapport aux orthophonistes. C'est par rapport à d'autres pays, je pense à la Belgique, certains pays scandinaves, etc. Par exemple, les orthophonistes dans ces pays-là sont intégrés au sein de l'école. Et quand on parlait de démarche, ça explique, c'est une des raisons du fait de la lenteur pour avoir le matériel et notamment pareil pour la maison du handicap, c'est une structure à part. Si vraiment parfois c'est arrivé une collègue, c'est ce qu'elle a fait, elle est allée directement parce qu'elle-même avait un enfant qui était en situation comme ça et pour lequel elle a fait des démarches, donc elle est allée là-bas pour les voir et pour mettre la pression, pour accélérer le dossier. Et par rapport au fait que de circuler, je pense effectivement ça touche beaucoup de situations, les femmes enceintes, des personnes qui peuvent se retrouver à un moment en béquille, etc. On le disait tout à l'heure. Et ça veut dire aussi, mais comment imaginer la ville de demain, quoi. Enfin, la circulation, comment les transports en commun, tout ça, enfin, l'accessibilité, c'est quelque chose de très général. Autant la première version, je soulignais le besoin spécifique, autant ce que vous décrivez là pourrait aussi intéresser plein d'autres personnes qui se retrouvent avec les mêmes problématiques pour pouvoir avoir cette accessibilité au quotidien. Que ce soit dans l'emploi. Je vous remercie en tout cas pour vos interventions, c'était très intéressant. J'essaierai de revenir quand je pourrai, mais là, c'est vraiment je suis venu un peu au pied levé pour remplacer quelqu'un. Il n'y a pas de souci, merci bien. Juste à titre d'information, le mois prochain, on fera un café débat sur les maladies justement invisibles. Oui. Parce qu'on a autour de nous, on travaille avec France Parkinson, France Alzheimer et tout ça, et c'est vrai que c'est intéressant, également épilepsie, donc du coup, voilà, on fera un truc vraiment sur ce thème-là, parce qu'il y a aussi, je pense, beaucoup à dire. C'est sûr. Tu nous prévois combien de temps? Pardon? Tu nous prévois combien de temps sur les maladies invisibles? En théorie, c'est 18-20, mais on peut aller jusqu'à 21. Hein. On verra. Hein. Parce que moi, si je commence, tu en as pour 3 heures. Bah écoute. 3 ans minimum, c'est ça? 3 ans minimum, c'est ça? T'inquiète pas, je te laisse la parole. En animation, 3 heures minimum. Ok, on va écouter Véronique. Alors, pour vous donner aussi l'idée, nous, dans l'établissement, donc je vous dis, on a 192 personnes, élèves, qui ont des besoins éducatifs particuliers. On a 14 AESH dans l'établissement, d'accord, sur les 1200 élèves. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les AESH, par manque de moyens, c'est l'éducation nationale, d'abord le métier n'est pas reconnu, en fait, tout simplement. Il n'y a pas de volonté politique de débloquer des sous pour que les AESH soient reconnus et il y a un titre, comme nous les profs ou comme d'autres personnels. Donc voilà ce que j'ai discuté avec elles, et, parce que je sais qu'elles ont à cœur de pouvoir faire réussir les élèves et les suivre. Alors d'abord, il faut savoir qu'aujourd'hui, elles ont l'obligation de suivre plusieurs élèves. Elles ne peuvent pas avoir un élève tout seul. Et attends, excuse-moi, l'établissement... Non, c'est pas seulement que notre établissement, c'est notre établissement. Non, mais c'est des établissements en quel cycle, je veux dire? Ah bah nous, c'est très simple, c'est primaire, collège, lycée, BTS. Oui, d'accord. Voilà, un groupe scolaire.
Donc, je vais vous dire ce qu'elles ont mis, les difficultés qu'elles rencontrent. Tout d'abord, cette année, les élèves mutualisés n'ont eu le droit qu'à 3h50 d'accompagnement par semaine, quel que soit le handicap. Cela est bien trop peu pour beaucoup d'entre eux. Nous sommes en sous-effectif également, parce que même si nous sommes 14 AESH, cette année sur l'établissement, des collègues sont soit un tiers-temps thérapeutique, ou en arrêt de longue durée, sans remplacement, ne sont pas remplacés en fait, tout simplement. Cela affecte bien sûr le bon accompagnement des élèves. À la rentrée scolaire, nous n'avons toujours pas eu les notifications des élèves, les raisons administratives, tout simplement. Si bien qu'ils n'ont pas eu d'accompagnement alors qu'ils ils en avaient le droit, en fait. Enfin, nous ne connaissons pas toujours les réels besoins des élèves et nous devons attendre les ESS. Les ESS, ce sont en fait les équipes de suivi éducatif pour savoir, notamment pour avoir les informations. Et souvent, les ESS ont lieu en milieu d'année. Pour vous donner une idée, chez nous, c'est au mois de décembre, janvier. Voilà. Ah oui, c'est ça. Donc, il faut attendre décembre, janvier pour connaître le besoin de l'élève. Donc, vous vous rendez compte de l'année scolaire. Voilà. C'est dire un peu la déshérence. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à travers ce témoignage-là, c'est la déshérence et le manque. Et c'est là que les pouvoirs publics, il faut vraiment faire appel aux pouvoirs publics, parce que c'est une décision économique, c'est un problème économique, il ne faut pas se leurrer. On préfère mettre de l'argent dans les armes que de mettre de l'argent pour aider les personnes à situation de handicap. Les ESS, je vis ça avec mes 2 enfants. Ouais. C'est là, du coup, par exemple, du coup, pour le deuxième, du coup, il a redoublé d'année, donc du coup, il aurait dû rentrer en 6e en septembre. Là, il va rentrer en 6e l'année prochaine. C'est l'ESS pour savoir, du coup, s'il va rentrer en ECPA ou en IME ou quoi que ce soit, du coup, pour septembre 2026, va se passer en octobre ou en novembre 2025. Et on est en mai là, du coup, donc c'est en mars. Pour le même, du coup, il a fait. Il ne vit pas avec moi. Il a fallu du coup que je m'arrange pour aller à la bonne étable. Du coup, pour l'ESS, pour l'ESS de cette année, donc, du coup, il est rentré en septembre. L'ESS a lieu en mars. Il est rentré en septembre 2024. L'ESS a lieu en mars 2025. Bravo. Bravo. Parce qu'il y a un manque. Vas-y. C'est aussi parce qu'il y a un manque réellement. Le personnel, il n'y en a pas suffisamment. Ça coûte de l'argent. Et qu'on ne veut pas mettre sur la table l'argent. Voilà. Moi, je veux dire, c'est cru ce que je vais dire, et c'est aussi une partie de la réalité. En fait, les personnes en situation de handicap, on ne peut pas les voir. Voilà. Alors, on voulait déjà pas les voir il y a 20 ans. Alors, non, mais dans l'éducation nationale, parce que c'est compliqué à gérer, vous comprenez. Oui, mettre en place c'est ça, on a encore cette mentalité-là. Et c'est ça qu'il faut lutter. Non, mais je veux dire aussi qu'il y a 20 ans, on ne les voyait pas sortir de chez eux. Non, mais aujourd'hui, ils sont dans le système, et tant mieux. Mais ça reste encore des. Vous voyez, moi je vois bien. Il faut mettre en place des structures, il faut mettre en place des. Alors, moi, par exemple, je vous donne un exemple. Moi, dans toutes mes classes, j'ai 3-4 cas de personnes en situation de handicap. Quand je fais des sujets, moi, j'ai des sujets pour les élèves qui ont une scolarité, on va dire, classique. Je n'ai pas le mot normal, classique. Et puis moi, je mets en place des sujets pour des élèves qui ont une situation de handicap. Et ils sont adaptés. D'accord ? Alors évidemment, ça me prend du temps. Ça me prend plus de temps. Parce qu'il faut adapter chaque... Et dans les corrections, c'est vrai, ça prend aussi plus de temps. Mais quel est le but de l'éducation nationale ? C'est de faire progresser. C'est de faire évoluer les parents. Voilà. Mais il y a des collègues... Ah ben non. Pourtant, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Je crois que dans l'éducation nationale, il y a éducation. Oui. Je ne suis pas sûr. Non, mais excuse-moi, juste une seconde. Oui. Une intervention de la personnelle. Une réflexion que je me fais, on a fait il y a longtemps, enfin il y a 1 ou 2 mois, un grand bruit sur la politique de la simplification numérique. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose de l'ordre de la simplification numérique, justement, pour tout ce qui est MDPH, et etc. Parce que vous nous dites un dossier tel machin, un dossier malvoyant, un dossier malentendant, un dossier PMR, ça prend 6 mois.
pourquoi on ne ferait pas quelque chose au niveau du CPE, je ne sais pas, du proviseur adjoint, je ne sais pas qui pourrait être formé à ça, mais à une simplification numérique des dossiers MDPH pour les personnes concernées et que ça aille plus vite, quoi. Et qu'on arrive à... Parce que c'est dans la loi. C'est dans la loi, simplification numérique. Oui, mais il n'y a pas suivi de personnel. Justement, le problème, il est là, c'est qu'il n'y a pas suffisamment... Tu vas peut-être pouvoir dire parce que ça fait Tiens, du coup, Je savais que tu allais répondre. Je vais faire une blague, du coup, j'ai fait une blague parce que du coup, c'est moi, j'ai une formation de programme informatique. Donc, du coup, le numérique, du coup, c'est... quand j'ai vraiment commencé l'informatique en 1995, ma prof d'informatique m'a dit, avec l'informatique, 0 papier. Si on rigole maintenant, on rigole après. Donc, maintenant, il y a quelques grandes assurances, il y a quelques grandes banques qui commencent, du coup, tranquillement à faire 0 papier. Mais ça fait 30 ans qu'on m'a dit avec l'informatique 0 papier. Et sur l'informatique, alors peut-être plus maintenant, du coup, mais il y a une vingtaine d'années, 20-25 ans, c'est l'Allemagne, pour pas la citer, du coup, avait 10 ans d'avance sur nous. Il y a encore, sérieusement, du coup, des zones en France où Internet n'est pas accessible. En zone blanche, tout à fait. Là, c'est ce que j'entends du coup, donc il y a vraiment une personne handicapée en zone blanche. Déjà, faut les contacter. C'est compliqué. Alors du coup, je vais faire une deuxième blague, parce que du coup, je vais la faire. C'est vraiment, si tu dois avoir vraiment un gros problème sur Terre, j'irai en théorie. J'irai habiter en théorie, parce qu'en théorie, tout se passe bien. Et, pour répondre à ta question tout à l'heure, en fait, les dossiers, il y en a tellement. C'est ça le problème. Ah oui. Ils sont trop bas. Enfin, il y en a beaucoup. Il faut tous les traiter et il n'y a pas de personnel. Il n'y a pas assez de personnel. C'est ça le problème. La difficulté, elle est là. Il n'y a pas de moyens financiers. Il n'y a pas de moyens humains. Et donc, les gens font ce qu'ils font, enfin, ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, en fait. Et effectivement, faut attendre. Pour les parents, moi, je plains les parents, hein, peut-être témoigner. Pour les parents, c'est un parcours du combattant. Et moi, je les admire, hein, les parents qui font tout pour leurs enfants. David. Merci. Oui, je pourrais dire un exemple tout bête qu'on parle du dossier MDPH. Dossier déposé au mois de septembre 2024. On recontacte la MDPH au mois de décembre. Messieurs, on n'a pas de dossier. Ah bon? On l'a déposé en main propre. Dossier perdu, 4 mois après. Donc on recommence le dossier au mois de janvier 2025. Et bien on attend, on est au mois de mai. Et on va attendre peut-être 6 mois, 8 mois, parce que c'est minimum 6 mois, voire 8 mois. Et puis, on aura courrier, mais après, on va attendre un mois. C'est un exemple. Alors, vous allez régulièrement à la MDPH, vous allez voir que vous allez les faire suer. Ils vont finir par... Ah, mais ils vont expliquer, parce qu'à un moment donné, moi, c'est il y a 2 ans que j'avais refait mon dossier. Ils l'ont perdu une première fois. Non, on l'a jamais reçu. Je suis peut-être sûr. J'ai bien la clé de réception et tout. Je me déplace, je m'énerve. Ah, bah oui, en fait, on l'a oublié. Ah, bah, on va le remonter. Non, mais... ça a mis 3 mois quand même. Hein. Et après, alors, ils mettent 6 mois pour retrouver le dossier, mais il faut qu'en une semaine, tu aies répondu à leurs questions. C'est ça. C'est passé. Moi, c'est pas MDPH, c'est la CAF qui m'a fait le coup. Laisse David parler, si tu veux. On va Vas-y. revenir sur le fonctionnement de la MDPH et du service autonomie qui est en fait la MDPH est gérée par le département, mais il y a un service autonomie qui eux versent l'argent aux familles et eux c'est 2 services séparés. Parce qu'en fait c'est la MDPH qui fait le plan de financement et après derrière ils transfèrent ça au service autonomie qui verse l'argent. Et ils n'ont pas de dialogue. Et ils arrivent à faire des boulettes parce qu'ils ont un plan de financement. Ils nous demandent un courrier de répartition parce qu'on est séparés en tant que parents. Et ils versent l'argent à la mère alors que c'est le père qui fait un achat. Je verse l'argent à la mère. Alors que je demande un PCH, aménagement du véhicule. Et le PCH, j'ai versé à la maman alors que c'est le papa qui fait l'achat du véhicule. Et là maintenant, je suis en guerre pour récupérer mon argent. Est-ce que j'ai financé un véhicule aménagé avec une rampe pour que mon fils de 10 ans puisse monter dans mon véhicule et que je l'ai avec moi.
Et j'ai pas l'argent que je devrais avoir avec le plan de financement qui a été attribué. La seule chose que je pourrais noter, c'est que l'ergothérapeute de la MDPH, qui est dans le 37, a fait le nécessaire parce que ce qu'ils font maintenant pour les véhicules, c'est que comme ils savent si on achète un véhicule d'occasion, ils savent que si c'est une case, on n'a pas le temps d'attendre de faire une demande à MDPH pour le PCH, aménagement de domicile, aménagement du véhicule. Et ce qui fait, c'est qu'on envoie un mail avant l'achat du véhicule, ça permet d'engager le dossier, et après on peut acheter le véhicule parce que ça ouvre un dossier sur le PCH aménagement du véhicule. Et là-dessus, on peut tricher juste par un mail. Donc là-dessus, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Voilà. Sinon, tu as des rampes amovibles qui existent. Mais alors, c'est galère, mais c'est bien pratique. J'ajouterai une chose par rapport à ce que tu disais, David, et par rapport à ce que vous dites tous. C'est que oui, en fait, aujourd'hui, le problème, c'est que oui, on est censé être, comme tu disais, zéro papier, effectivement. Mais la problématique qu'il y a, c'est qu'en fait, plus ça va, plus il y a de structures, plus il y a de ministères, plus il y a de ministres, et moins il y a de financement, on va dire. Et effectivement, on le voit bien, par exemple, ne serait-ce que sur le Mans, ne serait-ce qu'en Sarthe, il y a quelques années, on disait MDPH, puis Sarthe Autonomie. Aujourd'hui, on dit MDA, donc c'est-à-dire Maison départementale de l'autonomie. Mais en fait, dans la MDA, il y a toujours Sarthe Autonomie et la MDPH. C'est à n'y rien comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, on a créé une maison dans laquelle on a mis 2 appartements, et puis en fait, les 2 appartements ne communiquent pas. Alors du coup, bah, t'attends pendant des heures et des heures, et puis... Après, sur le zéro papier, t'as autre chose. Oui. En fait, après, sur le zéro papier, t'as autre chose, du coup, c'est-à-dire que c'est aujourd'hui, encore, d'un point de vue légal, la seule chose qui est acceptée par la justice et par le juge, du coup, c'est le papier. Donc, une transmission, du coup, numérique n'est pas acceptée légalement comme preuve. Donc, si tu es toujours pas en zéro papier, c'est que c'est au niveau de la loi, du coup, il faudrait commencer aussi à changer la loi pour que, du coup, que le zéro papier puisse être accepté. Oui, puis il y a la RGPD, qui fait qu'on est obligé de tous les ans de supprimer les données, notamment de certains élèves. Nous, on a cette obligation-là. Amandine, je te laisse la parole. Pardon, t'es trop loin, je t'ai pas vu. Ouais, rien à voir avec le sans-papier. Je reviens sur quelqu'un qui a dit qu'il y avait de plus en plus de structures concernant l'éducation et tout ça. Et à Véronique qui disait en gros, les personnes handicapées, on ne voulait pas les voir dans tout ce qui était éducation nationale. Je suis d'accord. Mais il y a aussi un autre problème, c'est qu'il y a très peu de centres, je repense au centre soins études, il y en a très peu, même à l'Arche, ils sont super à l'Arche, il faut pouvoir y rentrer. Mais le pire, c'est que ces structures-là ont entre elles des critères de handicap. Et on passe de structure en structure où un coup on est, selon leur dire, pas assez handicapé, trop handicapé, ou juste pas dans les cases. Et en fait, ça fait qu'au final, il y a vraiment aucune place, j'ai envie de dire, pour faire son éducation, parce qu'à partir du moment où on n'est plus en milieu normal, si on peut dire, on est obligé de chercher une structure, mais quand les structures nous balancent à droite à gauche et qu'ils nous disent oui, mais finalement c'est non, non, parce qu'on ne sait pas comment gérer votre truc, tout ça parce qu'ils ne connaissent pas et qu'ils ne veulent même pas chercher. Parce que moi je vois par exemple quand ils m'avaient refusé au centre soins études, je suis désolée, mais je rentrais parfaitement dans leurs critères. Et c'est aussi pour ça qu'on y était allé, parce que sinon on n'aurait pas pris la peine de se déplacer. Et en fait, ils avaient refusé. Pourquoi? Parce que la dystonie, ils ne connaissaient pas, ça leur a fait peur. Alors qu'en fait, ils n'auraient rien mieux à faire. Parce que bon, aujourd'hui c'est différent. Mais à ce moment-là, les crises que je faisais, en fait, étaient soulagées par des médicaments. Médicaments que je pouvais prendre toute seule. Il fallait juste que je me trouve avec moi. Et puis c'est bon, je n'en parlais plus. Et en fait, ils ont eu la trouille. Et ils ont refusé. Et entre ces critères d'acceptation, le fait qu'il n'y a pas assez de place, le fait qu'il n'y a pas assez de structure et tout ça,
c'est compliqué. Et moi, je trouve que c'est un des grands problèmes, on va dire, au niveau de l'éducation nationale. C'est que oui, c'est sûr, en milieu scolaire lambda, il y a des manques de moyens, il y a plein de problèmes, il y a des solutions, mais il y a plein de problèmes. Mais il y a aussi quand ça ne rentre pas en milieu lambda, en fait, c'est débrouillez-vous. Et oui, il y a plein de structures qui existent. Hein. Tout le monde dit, il y a ça qui existe, il y a ça qui existe. Mais pour y rentrer... Pour rentrer dans les cases. Mais des cases, là. C'est tellement étroit qu'il n'y a personne qui rentre. Il faut savoir qu'en France, il y a une centaine de structures médico-scolaires. Et donc sur la centaine, alors principalement dans les grosses villes, et en plus sur la centaine, il y a effectivement des cases comme ça, pour pouvoir être sûr de rentrer. Et c'est souvent limité à 1000, 1500 places, et encore, si on a de la chance. Si on a de la chance. C'est surtout soit de leur dire, vraiment, c'est comme ça, c'est soit t'es trop handicapé, soit pas assez handicapé. C'est ça, tout à fait. Il y avait... Alex, tu passes à Laurence? Moi, j'ai pu passer mon bac pro en Seine-et-Marne. Donc, quand j'habite au Mans, je fais Paris de Mans, après après taxi, dans une heure pour retrouver ton centre handicapé. Tu passes à ton fou dans le transport en commun. Donc, moi, j'ai dû aller en Seine-et-Marne pendant 4 ans, pendant 3 ans, pour passer mon bac pro comptabilité. C'est aberrant, parce qu'au Mans, il n'y avait rien du tout qui était adapté pour moi. Personne ne voulait moi. Parce que j'étais encore en cadre. Donc, cadre, ça veut dire que c'était quand même pas pratique. Donc, il y avait aucune structure qui était adaptée pour moi. Parce que moi, je voulais continuer des études au maximum pour avoir au moins un diplôme. Parce que sinon, si tu n'as pas de diplôme, tu n'as rien du tout. Donc, tu ne peux pas travailler. Donc, il fallait passer par l'internat. 4 ans d'internat, donc c'était compliqué à l'internat avec l'école, tout ça, donc il n'y avait rien du tout. Et dans le centre, c'était adapté pour handicapés. Mais en fait, il faut passer, il faut que tu rentres avant 19 ans. Donc heureusement, je suis rentré avant mes 19 ans, plus de chance, parce qu'à maintenant, ils ne pourront pas rentrer. C'est interdit de rentrer. Tu passes dans un centre, dans un immeuble, dans un autre endroit. Donc avant 19 ans, tu as le droit de rentrer. Et là, après, dans mon centre, c'était adapté en fauteuil, tout était adapté. Le professeur était adapté avec... et on n'était que 5 élèves en bac pro. Donc c'était royal, 5 élèves, c'était bien. Mais c'était adapté. Mais non, mais il n'y avait pas de bon, il n'y avait rien du tout, moi. C'était des broutons, moi. Il n'y avait pas de SH, rien du tout, moi. Donc j'ai débrouillé tout seul pour aller en cours, hein. Pour faire la course tout seul, hein. Donc il y avait ça, je sais pas. Dans les années 90, c'était rien du tout. C'était comme ça. C'est encore une intervention un peu personnelle. Je vois les différences d'âge aussi, font aussi les différences d'éducation nationale. Je vois dans les années 90, moi c'était la grande période où on nous disait t'as ton diplôme, t'as quelque chose. T'as pas de diplôme, t'as rien. Et qu'on soit valide ou handicapé, quoi. Là, il y a quand même, ce que j'en comprends, hein, depuis 2005, depuis 2013, il y a quand même des grandes évolutions. Bon, ça va vraiment son rythme et tout doucement. Mais qu'est-ce qui pourrait accélérer ça? C'est peut-être aller vers la conclusion. Qu'est-ce qui pourrait accélérer ça? C'est baisser les lourdeurs administratives, comme on l'a dit déjà, baisser les critères, les cases, les trucs, et puis reconnaître le handicap, et peut-être aussi la formation. Je pensais à la formation des AESH. C'est aussi le côté formation est quand même important. Il y a des personnes qui ont déjà eu des expériences, qui peuvent peut-être former plus rapidement ou peut-être à plus long terme, et puis avoir un meilleur appui pour avoir quelque chose d'un peu plus étoffé. Oui, le statut de l'AESH, pour vous donner une idée,
elles ne sont même pas à temps complet. Hein. Le maximum d'heures qu'elles peuvent avoir, c'est 30 heures par semaine. Hein. Elles sont payées sur la base de 30 heures. Donc la majorité, en fait, elles ont entre 25 et 30 heures. Voilà. Et ça vous dit aussi le manque de reconnaissance hein, que l'éducation nationale fait. Hein. Comment on peut vivre avec 100 heures par semaine de salaire hein. Voilà. Et ça, c'est la réalité. Alors qu'à mon époque, j'avais cours tous les jours de 8h à 18h, plus le mercredi de 8h à midi, de 8h à 13h plutôt. Je faisais une émulateur, enfin bref. Et du coup, j'avais un AESH à temps complet. C'est plus le cas aujourd'hui. Temps complet. Mais c'était mon cas personnel. C'est sûr que faire ça avec des... Et j'avais un AESH hein, qui était le même. C'est le même qui faisait les... Alors c'était une semaine de cours complet. Voilà. Là, par exemple, dans ma classe, là, j'ai un élève qui est dyspraxique. Sur le temps horaire qu'il devait consacrer, c'est 4 heures voilà, par semaine. Et c'est ciblé, c'est sur des matières ciblées. Autrement dit, là où il y a du mal, effectivement, à prendre en note, etc. Et elles sont deux, hein. Oui, mais... Il y en a qui fait 2 heures et l'autre 2 heures. Et toi, Léro, dans ton école, vous faites la différence entre une personne handicapée et une personne en situation de handicap? Vous mettez nous, tout dans le même panier? L'établissement, on a eu une fois, et c'était un peu compliqué, d'ailleurs c'est grâce à elle aussi, c'est que ces établissements, on est obligé de mettre des rampes, etc., parce qu'avant il n'y avait pas de rampe. Du coup, on a eu une personne, effectivement, en situation de handicap important, puisque c'est avec un fauteuil roulant, mais ça s'est pas très bien passé, parce qu'on a un peu bousculé aussi les choses, et puis dans l'éducation nationale et dans le système, on est habitué, c'est un mammouth hein, quand même l'éducation nationale, hein, faut pas oublier. Voilà, faut pas trop changer, hein, faut pas bousculer, hein, parce que. Alors après, je dis, hein, nous dans l'établissement, par exemple, on a fait des journées de sensibilisation, on a fait des journées de formation, hein, on est quelques structures, parce que justement on a 14 AESH, elles ont une formation, pour vous donner une idée aussi au départ, en termes de formation, elles ont eu 30 heures de formation. Ah ouais. C'est tout. C'est vachement beaucoup. Non mais c'est vrai, tu as raison. Moi j'ai plein d'élèves qui sont en situation de handicap, d'autres qui ont des PAI. C'est-à-dire des PAI, c'est un peu comme ce qu'Amandine a eu, c'est-à-dire des problématiques qui sont liées à la santé sans forcément avoir un handicap. Mais nous, c'est pour ça qu'on les appelle les besoins éducatifs particuliers. Voilà. Pourquoi PAI? Pardon? Pourquoi PAI? PAI parce que c'est des signes de l'éducation nationale. Le PAI parce que c'est individualisé. D'accord. C'est individualisé. Donc c'est un projet d'accompagnement. C'est un projet d'accompagnement individualisé parce que par exemple, nous on a des élèves qui ont comme toi, tu vois, par exemple, des problèmes de peau, qui ont des allergies, qui ne peuvent pas se mettre deux. Moi j'en ai un par exemple, elle est obligée, cet élève-là, elle est obligée de se lever au bout d'une heure de cours. Voilà. Donc au bout d'une heure de cours, elle est obligée de se lever, puis de se marcher et de... quand on le sait, voilà, hein, ça fait partie faut accepter hein, en tant que prof. Hein, en fait, nous, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à comprendre. Quand on est dans un monde de valides, et qu'on vit avec des valides, on ne se rend pas compte, et c'est ça qu'il faut changer, en fait. Voilà. C'est l'image. Et donc, ça passe aussi par la formation et la prévention. Je t'amènerai sur ça. Il est 19h55. Bon, je ne sais pas où est notre DJ là pour le karaoké. Si, je suis là. Elle est où là? Ah, t'es déjà là-haut? Salut Marie-France. La soirée à 20h, du coup, continue avec la Miss Naguette qui nous fera une soirée karaoké jusqu'à minuit. Donc si vous voulez rester, il y a des planches, il y a plein de choses à... Voilà. Mais je terminerai en fait sur la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation à la citoyenne des personnes handicapées. Donc cette loi fondatrice de la scolarité inclusive en France. L'article 19, donc c'est juste un extrait. Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant est inscrit dans l'établissement scolaire le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence. Ça déjà, rien que dans la loi, quand j'ai lu cet article, je me suis dit, mais non en fait, non, c'est pas logique. Parce que ça veut dire qu'une personne en situation de handicap, si elle a un établissement à 200 mètres de chez elle, elle va être référencée là, alors que ça se trouve, l'établissement n'est pas du tout adapté. Et donc de ce fait, ça pose déjà problème.
Et donc les principes clés par rapport à ça, c'est le droit à la scolarisation pour tout enfant, quel que soit le handicap est affirmé. Bon, ok. L'école ordinaire devient la norme. Donc voilà, en gros on vous dit, soit vous rentrez dans les cases, soit vous rentrez pas et gentiment vous allez vous faire voir. Des aménagements doivent être proposés si nécessaire. L'éducation nationale est a l'obligation d'accueillir chaque élève en situation de handicap. Et donc, ils ont rajouté, bien évidemment, donc ça date de, donc la loi date de 2005, elle a été retapée en 2015, et ils ont rajouté le projet personnel de scolarité. Donc, c'est-à-dire que ça n'existe que dans les papiers, on va dire, depuis 2015, donc c'est ça qui est très drôle. Définit les adaptations nécessaires au parcours de l'élève, des aides humaines, donc AESH, techniques ou pédagogiques, peuvent être mises en place, ce n'est en aucun cas une obligation. C'est-à-dire que derrière, c'est au bon vouloir de l'équipe enseignante, de médico-sociaux, et de l'enfant. Et de l'enfant, éventuellement, donc les parents et tout ça, voilà. Et donc la coopération entre les familles, l'éducation nationale et les services médico-sociaux est essentielle. Donc quand on lit ça, on se dit c'est bien, mais il y a encore beaucoup de choses à retravailler. Et il y a encore beaucoup de choses à revoir parce que malheureusement, on n'y est pas du tout. Alors, en fait, ce que tu dis, c'est pas tout à fait vrai, parce que c'est obligatoire. Hein. On ne peut pas refuser. En fait, une fois que l'enfant a été reconnu avec un handicap, on ne peut pas. On a l'obligation, dans les établissements privés publics, de mettre en place des PPA, des PPS, des PAI, des PPRE, c'est tout ça. Et donc, on a l'obligation, et nous, en tant que prof, on a l'obligation de tenir compte des besoins éducatifs. Par exemple, nous, on a des normes. On reçoit, nous, je dis, moi, par classe, j'en ai 3-4 à peu près, 2-3 en moyenne. Donc, pour chaque élève, on sait qu'on a, par exemple, des élèves qui ne peuvent pas écrire plus de temps. Voilà. Donc, il faut trouver les moyens pour pouvoir écrire. On a des élèves, par exemple, qui vont avoir un besoin de lecture avec une typo de telle taille, avec tel typo. Donc ça, c'est l'obligation. On ne peut pas... c'est obligatoire. Hein. Oui, c'est le fameux projet personnel. Voilà. Donc une fois que c'est acté, il y a cette obligation-là. On n'a pas le droit de refuser. Hein. Par contre, les établissements, et je rejoins Amandine, les établissements préfèrent... Nous, on a eu des cas d'élèves qu'on est obligé d'accueillir parce que l'établissement d'à côté dit non, on n'a pas les moyens de vous accueillir, donc il faut les voir ailleurs. En fait. La réalité est là. Voilà, donc ce que je vous disais, là il va être 20h. Ce que je disais effectivement du coup c'est que le mois prochain, je vous redonnerai la date, de toute façon je ferai comme d'hab, c'est que sur Facebook je mettrai un événement et puis après sur Hello Asso je referai aussi une billetterie. L'idée donc le mois prochain sera vraiment de parler de tout ce qui est maladie invisible et ce qui est intéressant c'est justement les personnes qui sont nées avec une maladie qui a été invisible pendant un temps et qui devient visible. Ce sera intéressant de leur laisser la parole, que ce soit Parkinson ou autre, parce que c'est vrai que malheureusement, je trouve que dans cette société, on ne consacre pas assez de temps aux personnes ayant un handicap invisible. Même si aujourd'hui, ça commence à devenir, entre guillemets, la norme, si je puis dire, parce qu'il y a des stars qui viennent dire « moi, je suis atteint de neuroatypisme, etc. etc. » Et en fait... ils font pas ce qu'il faut, si je puis dire, pour vraiment reconnaître que ce soit l'épilepsie, que ce soit toute autre maladie, que ce soit des maladies cardiaques, par exemple, qui sont invisibles, quoi. Je veux dire, le cœur, il ne se voit pas. Donc, mais en tout cas, merci à tous d'avoir participé. Merci à l'APF qui était là, merci à EPMC. Merci aux étincelles d'avoir organisé ça, avec Véronique. Et puis, merci d'avoir eu l'idée, surtout. Oui, bon. Non, c'est vrai. Et puis David, si tu veux, on parlera un petit peu de ton association. J'ai pas vu l'affiche passer. Là, elle est là. Ah elle est là. Voilà. Je le mets dans ton cahier. Ouais. Donc David qui est venu pour l'association pour l'avenir de Sévan. Donc c'est une association qui est dédiée à faire connaître l'amyotrophie spinale infantile, maladie rare dont Sévan est atteint. Donc ils œuvrent pour améliorer son quotidien et celui des autres enfants atteints de cette maladie. Donc n'hésitez pas à les suivre, on mettra les informations sur notre Facebook. Et puis comme ça au moins, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à les suivre et puis éventuellement à les contacter. C'est hors compétition, on dit. C'est ça. Bon, on va commencer. Amandine, mets-toi là comme ça.
Mais non, mais Alex, il va faire le tour. Il va prendre le banc qui est là-haut. Non, Enfin, il va être trop loin de moi, il veut être trop. Ils sont déjà trop loin de moi. Alors, si je le vois là-bas, ils vont loin. De toute façon, Alex, t'as des tabourets là au pire. T'inquiète pas, tout va Ça bien. marche.